Alors déjà, un guide conférencier, il est forcément diplômé. Voilà, puisque c'est un diplôme, c'est une formation diplômante qui s'appelle la licence professionnelle de guide conférencier. Avant, il y avait plusieurs formes de statut, de guide, etc. Et le guide conférencier est entre guillemets l'ultime stade de la hiérarchie des guides, quelque part. On peut dire s'il y a une hiérarchie des guides, même si chacun justement apporte un savoir intéressant et valorisant, quoi. Mais c'est vrai que le guide conférencier, déjà c'est une petite carte où il y a marqué carte professionnelle de guide conférencier, qui nous autorise à guider, à parler des monuments historiques, à parler dans les musées par exemple. Et donc c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas sa carte professionnelle de guide conférencier ne peut pas guider dans ces lieux-là. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale. Animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. J'accompagne aujourd'hui les acteurs du tourisme, mais pas que, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Alors pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page Expérientiel sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Nous sommes à Fuveau, un village dans le pays d'Aix avec une vue exceptionnelle sur la montagne Sainte-Victoire. Je vais découvrir ce village en bonne compagnie, avec deux guides conférenciers, Mylène et Arthur. J'avais vraiment envie de prendre le temps, durant cet été, d'observer, d'écouter et de m'imprégner de la vie d'un village. Archéologues de métier, ils ont créé Secret des Scies, avec comme point de départ le partage. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme pour prendre le temps de découvrir le métier de guide conférencier avec Mylène et Arthur pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour, alors là on est sous la porte de Bassac. Quelle est l'histoire, Arthur, de cette porte ? Tout à fait, la porte de Bassac, c'est la dernière porte de la ville médiévale de Fuveau. C'est un petit village qui est perché juste en face de la montagne Sainte-Victoire, Fuveau, et c'est un que j'aime beaucoup, notamment pour ces petites histoires dont on aura l'occasion de parler. Mais cette porte de Bassac, en réalité, c'était une des portes secondaires de la ville de Fuveau, enfin du village de Fuveau à l'époque. On n'a pas retrouvé la porte principale, on sait où elle était, mais les remparts ont forcément disparu depuis. Et ça, c'est vraiment le dernier témoignage finalement de cette porte médiévale qu'il y avait à Fuveau. Et on voit donc quelques petits restes, notamment les gonds qu'on peut voir ici, ou alors les trous qui permettaient sûrement de mettre une poutre pour pouvoir barrer cette porte. Donc on a aussi une forme en S ici qui est particulière et qui nous fait dire que c'est pas la porte principale parce que une forme en S comme ceci, c'est délicat pour les chariots par exemple, ou même pour allons-y le carrosse, même si le seigneur de Fuveau à mon avis n'avait pas forcément ce genre de carrosse très opulent, mais il avait forcément un moyen de transport. En tous les cas, voilà, c'est une porte qui est pas faite pour faire rentrer avec des chariots ou des carrosses, donc c'était une porte secondaire. Et elle ouvre sur le territoire de Fuveau en contrebas. C'est quoi cette montagne qu'on voit au fond ? Ça fait partie de la Sainte-Maure ou c'est la Sainte-Baume, pardon ? On est sur la continuité, oui, on voit le Cap Canaille, on voit les collines en fait qui dépassent de Marseille. Enfin, on a tout ce paysage-là qui finalement au-dessus, vers la gauche, on peut avoir Aubagne. Enfin voilà, c'est vraiment le territoire. Alors c'est pas le territoire de Fuveau qu'on a puisqu'on est au-delà de la limite, mais c'est vrai qu'on est sur un patrimoine assez intéressant et sur le massif
qui va avec. Et en fait, la porte, parce que tout à l'heure, je t'ai entendu parler de la porte de Bassac, si elle s'appelle la porte de Bassac, c'est aussi pour une raison, et c'est en lien avec ce que l'on voit, en fait. Parce que la porte de Bassac, c'est le nom du co-seigneur de Fuveau, qui s'appelait Monsieur de Bassac, et qui avait son terrain qu'on appelait le Jas de Bassac, donc la ferme de Bassac. Et en fait, la porte, elle donne sur son terrain. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la porte de Bassac. Dites-moi tous les deux, là, vous avez l'air de connaître pas mal l'histoire de ce village. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? On est tous les deux guides conférenciers. Alors c'est quoi ça ? C'est vois, guide touristique ? C'est plus que ça, je dirais. D'accord. C'est plus que guide touristique. Et guide touristique, c'est un peu le mot fourre-tout, d'une part, et qui caractérise pas aujourd'hui, je trouve, ce métier, parce que quand on parle de guide touristique, on a pour moi, dans mon imaginaire à moi, alors je suis guide conférencier, c'est un groupe qui est mené par quelqu'un, mais un grand groupe, c'est-à-dire 40 personnes par exemple. C'est du tourisme de masse. Voilà, c'est du tourisme de masse et nous, on n'est pas dans cette optique-là. Alors ça nous arrive d'avoir des groupes assez importants, mais on préfère vraiment les petits comités parce que c'est la meilleure façon de découvrir un lieu. Et je dirais qu'un guide touristique, parfois, on a l'impression que c'est un attrape-touriste, que c'est fait justement pour les étrangers, que c'est fait pas fait pour nous. Mais aujourd'hui, ce métier de guide conférencier, en tout cas, comme je le considère, c'est vraiment un métier de transmission et c'est un métier aussi où on va mettre en valeur le patrimoine. C'est pas juste vous montrer ce que tout le monde connaît, ou alors c'est de raconter des histoires sur les endroits qu'on connaît, mais des histoires qui sont pas forcément très connues. Nous, d'ailleurs, on a développé une offre vraiment sur tout le pays d'Aix, par exemple, et qui n'est pas faite uniquement pour ceux qui viennent de loin, que ce soit Paris ou l'étranger. C'est aussi des visites pour les gens d'ici. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on s'appelle Secret d'ici. C'est vraiment pour les gens d'ici aussi. Et combien de fois, en faisant visiter les villages de Fuveau, en faisant visiter les villages de Piloubier, ou même en faisant visiter Aix-en-Provence, j'ai entendu des gens qui venaient vers moi et qui me disaient « Oh là là, on habite ici et on connaissait pas tout ça, c'est super ». Et ça, c'est vraiment la meilleure des critiques pour nous. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir à la fin, ils sont pas obligés, et ils nous disent qu'ils ont découvert autrement le lieu où ils habitaient. D'ailleurs, à Aix, il y a des Aixois qui viennent aux visites, forcément, et certains, je me rappelle une fois, il y avait une personne comme ça qui m'avait dit moi j'habite ici depuis une 30aine d'années, donc je connais tout. Voilà. Déjà, nous, quand on part comme ça, on se dit mais bon... Voilà, enfin c'est pas ça, je me dis bon, elle part avec un a priori, et en fait à la fin de la visite cette personne était ravie parce qu'elle a découvert d'autres choses sur la ville. On peut vivre dans un endroit, on le connaît d'une certaine façon, on connaît par exemple ses commerces, on y connaît la vie qu'on y mène, mais on connaît pas forcément toutes les histoires. Et de toute façon à Aix ou dans le pays d'Aix, avec une histoire qui commence, allez on va pas prendre le néolithique, donc il y a plus de 5000 ans, on va s'arrêter à la Grèce antique avec Marseille, ça commence en 600 avant Jésus-Christ, donc on a de quoi faire. Alors, c'est bien que tu parles de dates et de néolithique, etc. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas que guide conférencier, vous avez une formation quand même d'archéologue, c'est ça ? Oui, c'est ça. Arthur et moi, on est tous les deux archéologues de métier. Donc, plus sur la préhistoire à l'origine. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de néolithique ou même un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que du coup, on a ce rapport au patrimoine parce que c'est notre passion. Si on a été archéologue et si on a fait des études d'archéologie, qu'on a travaillé là-dedans, c'est parce qu'on aime ça. On aime l'histoire, on aime ce côté-là. Et en fait, ce qui à un moment donné a fait qu'on a changé de voie. Et moi, je me suis dirigée vers cette formation de guide conférencière parce que finalement, une fois qu'on est sur son chantier archéologique, c'est magique, on est en train de découvrir le passé. Mais après, ce passé-là, il faut le transmettre. Et pour le transmettre, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir les gens, de partager les histoires. Ils ont aussi des histoires à nous partager parce que parfois, l'histoire, c'est l'histoire d'hier en fait. Ce qui s'est passé hier, une histoire qui n'est pas forcément écrite sur un papier, mais une histoire aussi orale. Et nous, c'est ça qu'on aime aussi, c'est raconter les histoires des gens de ces villages qui ne sont pas écrites dans les livres, qu'on voit pas dans les histoires, et c'est pour ça l'archéologie c'est l'objet, c'est la pierre, c'est trouver un objet, se dire à quoi il a servi et essayer de retracer son histoire, mais on n'a pas le mode d'emploi à côté. Et là, le fait de rencontrer des habitants, des locaux aussi, on est aussi des locaux puisqu'on habite le pays d'Aix, donc on fait découvrir notre territoire, celui qu'on aime, celui qu'on chérit.
et on est là pour transmettre et partager cette histoire. Alors, comment vous allez à la rencontre des habitants? C'est honnêtement, C'est du bouche à oreille, oui, c'est du bouche à oreille. Et à chaque fois, les gens nous demandent, plusieurs fois, on a des personnes de communes, mais pourquoi vous faites pas de visite dans notre village? On dit, mais en fait, c'est pas, on choisit pas un village comme ça par hasard. Un village, on le fait visiter parce qu'on a une rencontre. Ça commence par l'humain, ça commence par une personne. Fuveau, on a rencontré l'office de tourisme de Fuveau il y a quelques années. Ça, on s'est bien entendu, ça a bien matché. Et un jour, ils nous ont appelé, ils nous ont dit, ça vous dirait pas de faire visiter Fuveau? Oui, on arrive. Et pour Mérac, c'est pareil. Pour Puloubier, voilà. En fait, à chaque fois, on a une histoire qui est derrière, et c'est l'humain. Ou bien c'est aussi l'histoire familiale, puisque mes racines sont dans le pays d'Aix. Et donc j'ai un village, là c'est Peigné par exemple, qui est pas très loin. C'est un peu le village aussi de ma famille. Et je me dis, tiens, j'ai envie de faire visiter le village de ma famille. Donc j'ai un lien. C'est parce qu'on a un lien qui fait qu'on a envie de partager leur histoire. Alors cette histoire orale, elle disparaît au fur et à mesure que les gens disparaissent. Est-ce que vous essayez justement de conserver ça, de l'écrire, de le mémoriser quelque part? Parce que à un moment, vous aussi, vous allez partir. Oui. Justement, on le partage au plus grand nombre. D'accord. Dans les visites guidées, c'est l'occasion. Mais c'est vrai que ça fait, personnellement, pour toi, je sais pas, mais ça fait quelques années que je me dis, ça serait chouette d'écrire un livre et de prendre tous ces témoignages qu'on nous a offerts, qu'on nous a racontés en fait, et de les écrire pour plus tard. Bon, après, la vie fait que parfois, on n'a pas forcément tout le temps, mais en tout cas, c'est une idée. Oui, ou d'en prendre note quelque part. Alors, et puis on l'écrit. D'accord. On l'écrit pour nous, mais c'est écrit. Ça veut dire que si après quelqu'un veut récupérer l'information, elle est écrite, mais c'est vrai qu'elle n'est pas diffusée. Elle écrit, elle est plutôt sur de l'oral, ou bien parfois sur nos réseaux sociaux, on partage des petites bribes d'histoires, d'anecdotes. Donc c'est aussi de l'écrit et c'est aussi du partage. Alors qu'est-ce que vous pourriez me donner comme anecdote sur Fuveau? Oui, il y en a plein, des anecdotes sur Fuveau. C'est un village qui regroupe pratiquement que ça d'ailleurs. Il y a eu des aventures à Fuveau et par exemple, ici est passé un acteur très célèbre que tout le monde connaît dans le sud de la France, qui est passé même ici, là, sur cette porte de Bassac, c'est Fernandel. Parce que ce village de Fuveau va être le village italien dans le film du boulanger de Valorgue. Et donc on a des scènes où on voit Fernandel qui passe la porte de Bassac, qui passe dans une petite rue au-dessus là-bas. Alors bien sûr les plaques ont été changées, c'est des plaques italiennes, forcément c'est le village italien, mais c'est bien le village de Fuveau. C'est vrai qu'en arrivant tout à l'heure, je vous ai dit, tiens, on se croirait en Italie. Et ben voilà. Ah, voilà. c'est vrai que tu nous as dit ça. Hein? Et est-ce qu'il y a des histoires que les habitants vous ont racontées qui sont un peu, anecdotiques, mais aussi atypiques? Oui, il y a un dicton à Fuveau qui dit Picciun villaggi grand bordeu. Si vous n'avez pas compris, ça veut dire petit village, grand bordel. Voilà. Et alors, c'est vrai? Justement, il y a un bâtiment qui est en bas du Cours-Leydé, juste quand on monte, et qui est une ancienne auberge, on va dire. Mais devant cette auberge, il y avait un jujubier. C'est un arbre qui donne un fruit qui s'appelle la jujube. La jujube, c'est un fruit qui ressemble à une datte un peu allongée. Et en fait, c'est souvent connoté au sexe féminin. Et quand vous aviez une auberge avec un jujubier, généralement sous le jujubier, il y avait des femmes qui attendaient. Donc bon, je pense que là, vous avez compris que l'auberge, c'était plutôt j'imagine la scène. Un bordel, voilà, t'as compris. Sans Fernandel. Sans Fernandel, cette fois-ci, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a une expression provençale qui est fan de chichourle. Et en fait, chichourle, c'est la jujube. Donc, fan de chichourle, aujourd'hui, c'est une virgule, c'est pour dire sapristi ou un peu plus vulgaire, putain. C'est exactement ça, un fan de chichourle, c'est l'enfant. Voilà, je sais pas si je peux te le dire. Non, mais tu as compris. Oui, je pense que tout le monde a compris. Voilà. Ouais, super. Bien. Est-ce qu'on va aller voir un autre endroit à Fuveau? Oui, si tu veux, il y en a plein à voir. Allez, on va trouver un autre endroit pour continuer l'interview à l'ombre. Hein. À l'ombre, ouais. Parce que moi, tu vois, je mets une casquette parce que j'ai plus de protection. J'arrive bientôt, je te rejoins. Ok, tout de suite alors.
bien, là maintenant, on est sous une autre porte avec une autre vue sur la montagne de la Sainte-Victoire. Oui, c'est ça. Alors, je te reprendrai juste un petit peu. Ouais. Généralement, on dit la montagne Sainte-Victoire ou Sainte-Victoire, mais pas la montagne de la Sainte-Victoire. D'accord, c'est bien ça. C'est bien que tu me dises ça. Non, mais je pinaille Ouais, un non, peu. mais il faut pinailler. Je pinaille un hein. peu, mais voilà, c'est vrai que Faut appeler les choses par leur nom. de plus en plus, quand même, Ah. j'entends la Sainte ou la montagne de la Sainte-Victoire. Mais c'est vrai, ouais, c'est le côté un peu populaire. Et c'est vrai que généralement, c'est la montagne Sainte-Victoire. Alors, il y a des gens qui sont un peu plus, stricts dessus que d'autres, mais Ouais. voilà, au moins tu le sais maintenant. Aussi, un peu, le rôle de votre métier, c'est justement de préserver ce patrimoine immatériel qui fait la richesse d'un territoire. Oui, tout à fait. C'est une richesse importante et une richesse aussi à préserver. D'autant plus que ce genre de patrimoine a inspiré des personnalités. Je parle évidemment de Cézanne, par exemple. Alors, pas que, hein, il y a eu plein... Oui, il y a eu un Fuvelin qui a effectivement été inspiré par la montagne Sainte-Victoire, qui s'appelle Niolon. Et vous avez des tableaux de Niolon qui sont exposés au musée d'Orsay. Il faisait partie des petits maîtres d'Aix-en-Provence, et donc il est né ici, à Fuveau. Alors, il y a une rue qui porte son nom, ou presque, parce qu'il y a eu une petite erreur dessus. Et sur la plaque, on lit Barthélemy Miolon. Voilà, donc il y a eu un M au lieu d'un N qui a été posé, mais c'est bien lui. Mais dis-moi, tous les deux, là, vous êtes plus ou moins les gardiens du patrimoine local? On essaye. Oui, c'est vrai que depuis 2013-2014, où on s'est un peu lancé dans l'aventure, hein, puisqu'on a créé notre propre emploi et notre propre métier, pour faire découvrir notre patrimoine, c'est nous faire découvrir un peu chez nous. Et c'est vrai que c'est partager l'histoire de ces villages, c'est pour dire que Aix-en-Provence, c'est vrai qu'attire du monde et draine du monde, Sainte-Victoire aussi, mais pour dire que dès qu'on s'éloigne un petit peu, mais sans finalement trop s'éloigner, parce que là on a quand même un panorama qui est unique sur ce point de vue-là, on la voit sur un autre point de vue aussi de toute sa longueur, c'est que finalement, dès qu'on s'éloigne et qu'on va dans les petits villages, on trouve un patrimoine qui est assez méconnu, qui est assez insolite, que les gens ne connaissent pas, même parfois les habitants eux-mêmes en fait, ils disent oui j'habite Fuveau, mais connaissent pas forcément les petites histoires de Fuveau. Et en fait, on leur partage, quoi. Donc, on est vraiment dans cette optique-là très locale. Donc, vous proposez une autre version du tourisme durable. Oui. Hein? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est... Parce que le tourisme durable, c'est pas juste du matériel, c'est aussi de l'immatériel. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a le côté matériel dans le sens, nous, on essaye de préserver aussi ce qu'on voit. La montagne Sainte-Victoire, on en parle, pas que pour dire qu'elle est belle, qu'elle a été peinte par des peintres, mais aussi pour dire qu'elle est fragile, que c'est de notre responsabilité de la préserver, de notre responsabilité de rester sur les chemins pour pas embêter la faune et la flore locale. Donc oui, on fait aussi de la préservation. Alors ça, c'est pour le côté matériel dont tu parlais. Mhm. Et oui, tourisme durable dans l'immatériel, parce que c'est un tourisme qui est pas je viens, je consomme, je repars. C'est pas ça le but. C'est vraiment pas ça. C'est je viens, je profite, je vois comment on vit ici, je rencontre les habitants et je repars avec une expérience. Et avec une connaissance aussi. Oui, avec une ouverture connaissance, d'esprit. bien sûr. Mais en plus de ça, pour moi, l'important, c'est que les gens aient vécu quelque chose dont ils se rappelleront. Ils se rappelleront pas de tout, c'est normal, mais il y aura des choses qui les aura peut-être marquées. Et dans ce cas-là, j'aurais réussi ma mission que je me suis attribuée moi-même finalement, mais pour être plus que simplement un guide touristique comme on s'en fait une image. Aujourd'hui, on parle beaucoup des enjeux climatiques. Est-ce que vous, à travers votre rôle de guide, justement, vous pouvez avoir un rôle au niveau peut-être de la transmission, de la sensibilisation, justement, comme tu disais tout à l'heure, quand on se promène sur la montagne Sainte-Victoire, de préserver l'environnement, de préserver le patrimoine, de respecter les lieux. Est-ce que ça peut aller plus loin ? Moi, je pense, parce que déjà, on raconte souvent l'histoire de la famille de Mylène qui a vécu l'incendie de la montagne Sainte-Victoire en 1989, qui a brûlé plus de 5000 hectares.
Elle avait 1 an à ce moment-là, donc ses parents habitaient en dessous du Sangle. Et raconter ces histoires finalement familiales, ça permet déjà de montrer aux gens ce qui n'est pas forcément visible aujourd'hui, qui est un peu intangible. C'est sûr que quand je jette un mégot, alors c'est tout aussi condamnable, mais quand je jette un mégot dans une ville, bon, un départ d'incendie, c'est quand même assez rare. Par contre, je fais ça sur une route ou sur l'autoroute ici en Provence. Là, ça peut vraiment être catastrophique. Bah, surtout qu'on est en train de le vivre en ce moment. Voilà, exactement. Du côté du Canet, Gonfaron, etc. Où on est à quoi 7 ou 8 000 hectares de C'est brûlés. ça. Et donc, on veut vraiment aussi préserver, raconter l'histoire, mais en disant que cette histoire, elle peut être fragile aussi. Parce que c'est le cas. C'est pas parce que c'est intangible que c'est pas fragile. Et c'est notre rôle aussi de dire aux gens, il y a une autre façon de visiter, il y a une autre façon d'appréhender un lieu dans lequel on part en vacances. C'est vrai que nous, par exemple, alors c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, on accepte très très rarement des groupes qui viennent des croisiéristes parce qu'on trouve que c'est pas le tourisme qu'on a envie de faire. C'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant de notre côté et on n'a pas l'impression de transmettre du patrimoine généralement sur ce type de prestations. Donc voilà, on a décidé d'en faire très peu. Et généralement, j'ai envie de te dire que la seule fois où j'en ai fait, c'est que je me suis fait un peu piéger. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Et donc on essaye de développer plutôt un tourisme avec des solutions de mobilité douces. On fait beaucoup de vélos électriques par exemple, ou à pied évidemment, et d'être dans quelque chose de plus tranquille. Pas dans le je vais quelque part, je me dépêche d'aller quelque part et puis je fais que ça. Non, c'est prendre son temps, voyager, et voyager, c'est s'arrêter. Hein. Enfin, prendre son temps, ça fait pas partie de la qualité de vie provençale aussi. C'est qu'on aime bien prendre le temps de faire les choses. Je laisse répondre Mylène parce que tu sais, elle est un peu plus du coin que moi, donc peut-être qu'elle sera plus précise là-dessus. Allez Mylène, raconte-nous l'histoire du temps. Mais enfin, c'est vrai que prendre son temps, c'est important dans le sens où quand on voyage, on n'a pas forcément beaucoup de jours de voyage devant soi. Et donc, on a envie toujours de voir les choses les plus remarquables. Et moi, ce que je dis souvent, c'est un peu l'exemple que je prenais tout à l'heure. Aix, c'est beau, oui, mais les villages, il y a tellement de jolies choses à découvrir dans les villages. Et finalement, elles sont insolites. Et c'est ça l'originalité, c'est ça la particularité, c'est que Aix, tout le monde aura vu la ville d'Aix-en-Provence, mais vous serez qu'une infime petite partie à avoir découvert Fuveau, à avoir découvert Puloubier ou les autres petits villages qui ont aussi leur mot à dire et qui ne sont pas dans l'ombre d'Aix-en-Provence, qui au contraire lui donnent une valeur à ajouter, qui fait que Aix-en-Provence rayonne aujourd'hui parce qu'il y a le pays d'Aix. Donc, je suis touriste ou même local. Et il me reste quand même. On peut être touriste et être un local aussi, ça fonctionne très bien. Donc un touriste local. C'est ça. On peut être touriste dans sa propre ville. Voilà, on est tous aussi touristes, à un moment ou à un autre. Et puis, il y avait quelqu'un qui m'expliquait que le tourisme, c'est faire des choses pendant ces moments libres. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie, avec mon épouse, là, on arrive à la fin de l'été, la rentrée arrive, etc. J'ai envie de faire une activité un peu atypique. Comment je fais pour entrer en contact avec vous ? On a un site internet, on a donc secretdici.fr, du coup on a de numéros de téléphone et puis on est aussi sur les réseaux sociaux, donc on peut nous trouver facilement et puis on répond vite. Voilà. Est-ce qu'il faut le réserver ? Comment ça se passe ? Il y a deux possibilités. On a des visites publiques qui sont régulières en fait, donc par exemple... tous les lundis, on fait Fontaine et Jardin d'Aix-en-Provence, mais on a aussi l'été, souvent le samedi matin, on fait un village différent. Voilà, donc on tourne un petit peu dans le pays d'Aix, donc Fuveau, Puloubier, Jouques, etc. Et puis après, il y a toute la partie privée, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de date qui vous convienne sur les visites publiques, on a aussi justement à demande une visite privée. Bon, c'est pas le même tarif, mais en même temps, c'est pas la même qualité non plus de visite quand on a 5-6 personnes en visite privée et qu'on en a 20 en visite publique. Donc on est vraiment... je dirais que chaque visite est différente en fait. Et c'est vrai que la visite privée, ça permet d'avoir en échange un partage qu'on a aussi en visite avec plusieurs familles en même temps. Mais là, on est vraiment ensemble, on discute. C'est ça qui est assez intéressant, quoi. Comment vous voyez le tourisme évoluer dans les 10 prochaines années ? Ça, c'est une grande question, en plus, qui est un peu exacerbée aujourd'hui par
parce qu'on connaît, mais c'est vrai que nous, on avait envie d'évoluer vers un tourisme qui soit pas un tourisme de masse, parce que je trouve que c'est inintéressant pour les locaux comme pour ceux qui viennent. C'est mon avis après, mais je trouve pas ça forcément très intéressant dans les deux cas. Après, je pense que ce type de tourisme existera toujours, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas effacer. Et puis, c'est bien aussi dans un sens parce que ça permet peut-être à d'autres personnes qui n'auraient pas fait du tourisme par eux-mêmes dans un groupe de le faire. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui se fera encore. Mais j'ai l'impression que ce qui se profile, c'est quelque chose qui va plus vers les habitants. Quand on va visiter, on essaye de trouver de l'authentique, quelque chose qui nous rapproche justement du pays qu'on est en train de visiter, ou de la ville, ou de la région, peu importe, même si c'est très proche de chez nous. Et en ce moment, ce qu'on voit, nous, c'est qu'il y a des personnes de la région qui s'intéressent de plus en plus à leur patrimoine, parce que c'est vrai qu'on a souvent voulu voyager, et le voyage, c'est aussi la marque un petit peu de la réussite, c'est-à-dire que je peux partir en vacances, je peux aller visiter des pays très lointains, c'est très bien pour l'ouverture d'esprit, mais finalement, parfois, c'est ce qu'on a sous les yeux qu'on n'a pas encore découvert. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je me souviens, j'habitais à Paris, et j'ai habité à Paris plusieurs années. Et il a fallu qu'il y ait un ami qui vienne d'Angleterre pour me dire, et si on allait voir la Tour Eiffel? Oui, mais c'est... Et je suis monté au 3e étage. Quoi. C'est un petit peu ça, effectivement. Mais on a tous fait ça dans la ville où on habitait, c'est sûr. Après, ça dépend aussi du moment où on est. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où on a d'autres choses à faire. Et puis, il y a des moments où on va se poser et on va se dire, ah oui, tiens, j'ai envie de découvrir ce que j'ai ici chez moi. Super. Bah, écoutez, merci. On va continuer la visite de Fuveau ensemble. Et puis, voilà. Bah, à très bientôt. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme de podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.